Salut, c'est Sarcha. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes lectures d'avril et de mai. Je sors un peu tard et que j'ai décidé de faire les deux ensemble étant donné qu'on arrivait au mois de juin et j'ai eu d'autres problèmes techniques et ça s'est encore retardé, mais j'ai décidé de vous présenter seulement avril et mai vu que le mois de juin est encore en cours, donc j'ai encore quelques lectures en cours et voilà. Alors je vais commencer par revenir. Pour les lectures de mars, je vous avais présenté ce que je voulais lire en avril. Alors, j'ai lu ici Les Planètes, publié aux éditions Multimonde, qui est une encyclopédie. J'ai vraiment aimé ce livre-là. Il est très bien fait, il est séparé, il y a des sections, c'est ça. On voit le soleil en premier. Puis ensuite, les planètes qu'on voit, ben, c'est dans l'ordre, mais sont séparées par... je vous cherche le 2. Ah, voilà. Vraiment, le type de planète. Là, ici, on a les planètes rocheuses. Et là, parce que plus ils sont proches du soleil, plus les planètes sont proches du soleil, plus elles sont denses. Et donc, on voit pour chaque... Je vais y aller avec Mercure parce que c'est la première planète. Je vais vous présenter un peu comment c'est monté. Alors, voilà, c'est monté comme ça. Pour chaque planète, on a des différentes cartes, prises de photos. Il y a des indications sur les hémisphères, au niveau de la température, au niveau des... qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces régions. On va avoir, ici, comme ici, c'est des emplacements qui sont connus. Comme nous, ce serait un pays, ben ça c'est des... C'est un emplacement, c'est souvent des cratères, des chaînes de montagne, des affaires dans ce genre-là, étant donné qu'il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'être vivant non plus. Fait que techniquement, il n'y a pas de délimitation comme nous, on l'a conçu. Ensuite, on a la façon dont est constituée la planète. Donc, toutes ces couches, l'atmosphère, s'il y a plusieurs couches d'atmosphère, on va les avoir aussi, ils vont les détailler. Les noyaux, il y a l'information sur la grosseur du noyau. Par rapport à la Terre, comme le noyau de Mercure représente 61% de son volume comparativement à la Terre, le noyau de la Terre compte 17% du volume terrestre. Donc, c'est ça, on a plein d'informations. J'ai appris, par exemple, que la Lune qui tourne autour de la Terre, son noyau est décalé vers la Terre de 2 km. Son noyau n'est pas dans le centre, il est décalé à cause de la transmission terrestre. Information quand même le fun. Ensuite, on a des informations Mercure à la loupe, là, plus précises sur des endroits, des impacts d'astéroïdes, des cratères, le paysage selon les saisons, les faces cachées, etc. On a une carte de la planète complète avec... il n'y a pas beaucoup... ben, il y en a pas... Il y en a qui en ont plus, mais... On voit pas bien. En fait, je sais pas, je pense pas que vous allez voir. Un peu, oui. C'est tous les emplacements que je vous disais, que c'est soit des chaînes de montagne, des cratères, etc. Qu'on retrouve sur la carte. Et j'ai bien aimé lire les noms parce que pour chaque planète, il y a un thème différent. Et honnêtement, c'est vraiment... J'ai vraiment aimé ça, ce concept-là.
Puis j'ai vraiment trippé sur les noms des cratères et des chaînes de montagne qu'il y a sur la ligne. C'est genre le lac de la Tourmente. J'essaie de vous en trouver. Je me disperse. Puis il y a un endroit en fait qui est comme une sélection qui nous parle vraiment sur la planète. Alors sur Mercure, c'est le Carnegie Rupes. Je ne connais pas mon latin. Qui est en fait un cratère qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Je pense que c'est le plus gros cratère de Mercure. Si je ne dis pas n'importe quoi. Et en fait, on a l'historique de la planète. Donc, on part souvent aux environs de Galilée, puis on finit à pas mal aujourd'hui. Souvent, j'ai dit aux environs de Galilée, mais même ça commence souvent 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, quasiment 1000 ans avant Galilée. Plus de 1000 ans avant Galilée aussi. Puis, on finit avec les missions qui ont été faites, qui ont réussi. On a des codes pour savoir si les missions ont réussi, quel pays, les missions prévues. Ça, c'est un livre qui date de, si je me trompe pas, c'est 2014. Donc, il date de 2014, il y a quand même 6 ans. Donc, il y a beaucoup de missions qui étaient prévues, que j'ai été voir sur Google, puis il y en a qui ont été lancées, puis sont en route, puis on peut quand même trouver des images par rapport à ça, ce qui est vraiment intéressant parce que quand tu lis dans le livre, c'est prévu, tu sais pas s'ils vont le faire, puis finalement, il est parti, ça fait 2 ans, le satellite. Il y en a d'autres qui ont été annulés, puis tu te dis quasiment que c'est une bonne affaire. C'est ça, là, je veux vous montrer. Bon, on a la Terre. Dépendamment des spécificités aussi des planètes, il y a plus ou moins de sections. On s'entend, la Terre, il y a l'eau, il y a l'oxygène, etc. Il y a plus de sections d'informations que Mercure. Parce que Mercure, c'est une grosse roche avec un noyau, essentiellement. Donc oui, la Lune, je voulais vous donner comme ça ici. Donc c'est le même genre de présentation. Il n'y a pas toutes les lunes, ça c'est notre lune à nous, mais si on prend par exemple Saturne, les planètes gazeuses qui ont souvent plusieurs lunes, ils vont pas nous parler, ils vont nous parler des plus grands satellites qui tournent autour, ils vont nous parler de leur structure, mais ils vont pas détailler comme ils ont fait avec la nôtre, parce que je présume qu'on la connaît moins, puis qu'on les connaît moins. Il y en a beaucoup aussi, puis c'est pas les mêmes structures. Notre lune, c'est vraiment, il y a un noyau à l'intérieur, etc. C'est vraiment rond, c'est vraiment formé comme une planète, tandis que les autres lunes autour des autres planètes, ça peut être juste des éléments de roche qui ont été attirés par la gravité. Ça sera pas nécessairement un bout de planète qui s'est formé dans l'orbite d'une autre, comme c'est le cas ici. Il y en a, mais c'est ça. Ah voilà. Les noms que je trouvais très drôles, là, il y a sur la Lune, les cratères, ils appellent ça des mers. Et c'est comme aller à la mer. Et les noms des mers, c'est il y a la mer de la Sérénité, il y a la mer des crises, la mer de la tranquillité, la mer de la fécondité, la mer des nectars. Et en tout cas, je trouve ça très... je trouvais ça très drôle quand je regardais. Si je regarde sur la carte,
Ah, on a aussi l'explication de la naissance de la Lune ici. Pourquoi on a une Lune, il y a les phases de la Lune. On a quand même pas mal d'informations par rapport à celle-ci, même si on n'y vit pas. Et encore une fois, bon, on nous parle des missions qu'il y a eu. Et on nous montre un lever de terre. C'est vraiment cool. Bon. Ensuite, je pourrais rester sur la Lune pendant 10 ans. Il y a plein d'affaires super intéressantes. Là, j'essaie de passer au suivant. Ensuite, après les planètes rocheuses, on a les planètes gazeuses. Et là, c'est là, je me questionnais en mars, quand je vous ai parlé de ce livre-là, c'était laquelle planète gazeuse qui avait des anneaux. Et je me suis dit, peut-être qu'ils en ont tous. Et là-dessus, j'avais raison. Effectivement, toutes les planètes gazeuses ont des anneaux. Mais visite la Terre avec un télescope normal, c'est juste les anneaux de Saturne qu'on voit. Donc, je me suis répondu à mon questionnement. Et c'est ça, il nous explique le principe des anneaux. Ici, on voit vraiment la structure là, de Jupiter. Que si on compare tantôt là, avec la structure de Mercure qui était beaucoup de roches, là, puis un noyau, là on a le noyau, puis le reste c'est toutes des couches de gaz. À part ça c'est, ben en fait c'est une molécule de gaz sous forme de glace. Donc un gaz solide, ça fait un peu bizarre à dire. C'est... Ah non, c'est de l'hydrogène métallique liquide. C'est pas sous forme de gaz, c'est sous forme de liquide comme le magma qu'on a ici sur Terre. Donc, mais c'est de l'hydrogène, voilà. Ensuite, bon, oui, on nous parle ici du système des anneaux de Jupiter, qui est relativement le même. On monte aussi, là, je vous disais qu'il y avait les lunes. Alors ici, on voit la plus grosse, puis là, ça va en descendant jusqu'à la plus petite qui n'est qu'un minuscule point. Et qui n'a pas de nom, elle a un code. C'est pas toutes les lunes qui ont des noms. Puis on nous montre ici les plus grandes par rapport à la planète où elle se trouve. Il parle aussi, je me souviens plus c'est lequel, mais il y a un satellite qui tourne autour de Jupiter qui se rapproche de plus en plus de la planète. Donc un jour, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ce satellite-là, il va rentrer, il va rentrer dans l'atmosphère, mais il va s'écraser sur Jupiter. C'est ce qui risque d'arriver. Ça fera pas d'énormes dégâts, c'est pas un gros satellite. C'est pas considéré comme une immense lune, c'est un astéroïde. Donc c'est ça. Alors ensuite on a évidemment Saturne avec tous ses anneaux qui sont beaucoup plus visibles et qui ont été observés pour la première fois il y a très longtemps. C'était, attendez, je recherche la petite passe historique. Je suis dans les satellites.
En 1610, on a remarqué que Saturne avait une forme étrange. Puis c'est en 1655 que les anneaux ont été découverts puis on compris c'était quoi qui était étrange avec Saturne. Donc on s'entend qu'il n'y avait pas les télescopes aussi puissants qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que c'est les seuls anneaux qui sont considérés comme visibles à Terre. Mais ce que ça fait, en fait, la manière que ça se présente, c'est ça fait une ombre sur la planète. Ça fait comme une ligne. Donc, c'est comme ça qu'on peut les observer, mais on va pas voir des anneaux autour d'un affaire rond dans le ciel. Et ensuite, donc, Uranus aussi a ses anneaux. Ils ont été observés beaucoup plus tard. Et ensuite, après les planètes gazeuses, on a les confins de l'univers, pardon. Et là, c'est là-dedans qu'on va retrouver la ceinture d'astéroïdes de Kuiper. Et les planètes naines, dont Pluton. Pluton est considéré comme une planète naine parce que c'est une planète qui est plus petite que Eris, qui était depuis longtemps considérée comme une planète naine, donc c'est pour ça qu'elle a été déclassée. Et on voit aussi les comètes, donc explique les sens des comètes, comment ils roulent, comment ils tournent, je veux dire. Et ça va avoir, les comètes, ils vont, on a un exemple ici, c'est une comète qui suit une orbite en rouge. C'est l'orbite de la comète. Et les autres, c'est l'orbite du système solaire dans lequel on vit. Fait que ça... C'est ça. C'est une comète qu'on voit arriver, qui repasse. Je crois qu'elle a fait... je crois qu'on la voit au genre 250, 300 ans. C'est vraiment pas une comète qu'on voit passer souvent, là. Et on nous parle aussi des missions sur les comètes. Et finalement, on a les annexes qui est le système solaire en chiffres, l'anatomie des planètes. Il nous compare ici le pourcentage des gaz sur les planètes rocheuses, etc. C'est vraiment super intéressant si vous aimez l'astronomie. Que vous voulez en apprendre plus. C'est pas probablement pas le livre le plus récent sur le sujet. Ça va vite. Ça va très vite. Quand le livre a été publié, il y avait déjà des affaires dedans qui étaient plus d'actualité. Donc, c'est sûr qu'il faut aller vérifier sur Internet. Est-ce que ça fonctionne encore? Mais les informations de base de la planète est constituée de quoi, elle fait partie de quelle catégorie, les cratères, etc. C'est bon, c'est la même affaire, ça n'a pas changé dans les 6 dernières années. Au mieux, ils ont trouvé des nouveaux cratères, des nouvelles chaînes de montagnes, des nouveaux satellites, etc. Mais ils ont pas... c'est au niveau des missions qu'il faut aller vérifier parce que là, c'est vraiment pas à jour. Il y a des missions qui ont été abandonnées. Il y a des missions qui étaient prévues qui sont maintenant en cours. Il y a des missions qui étaient en cours qui sont terminées. Donc, c'est vraiment... Faut aller valider, aller rechercher si vous voulez être plus à jour avec l'information. C'est ça. Donc, c'était... et c'est les planètes, notre système scolaire comme vous ne l'avez jamais vu. J'ai dit scolaire, oui. Les planètes, notre système solaire, comme vous ne l'avez jamais vu. Vraiment, je vous le recommande. C'est un livre qui est très facile, accessible à tous. Donc, si vous le trouvez, allez-y. Je vous le recommande grandement. Ensuite, j'ai lu, donc je vous avais parlé de ces gens qui ont peur d'avoir peur. Et là, je vous avais dit que je ferais les exercices, puis tout, puis que oui, évidemment,
comme toujours, j'ai pas fait les exercices. Un peu, en fait, parce que je me suis noté des informations à l'intérieur du livre. J'avais un peu... Ça me tentait pas de... ça me tentait pas d'avoir un cahier à côté, puis d'avoir à travailler avec deux. Avec le livre plus un cahier. Donc, je préférais noter directement dedans mes réflexions un peu. Puis vraiment, je l'ai énormément aimé. Je suis toujours en réflexion par rapport à ce que j'ai appris là-dedans. Je dirais pas que je suis « Ah oui, ma vie a changé ». Non, ça va prendre un certain temps d'assimilation. Je vais très fort probablement devoir le relire pour réenregistrer de l'information. Faire les exercices, ça serait déjà un bon début aussi. Ce serait surtout ça qu'il faudrait que je fasse. Mais vraiment, il se lit super bien. Il apporte la réflexion. Moi, je lisais un chapitre par soir avant d'aller dormir, histoire de bien reposer mon cerveau avant d'aller dormir. Puis, c'est ça, ça se lit super bien. Les exercices qui sont proposés sont intéressants. Il y a des liens à faire à partir de l'enfance jusqu'à l'âge adulte sur des liens des comportements, etc. Ça fait un moment que je l'ai terminé, donc j'ai un peu de difficulté à me souvenir. Là. Je me souviens juste de mes impressions. Mais vraiment, je l'ai beaucoup aimé. J'ai pas énormément de choses à dire. Il y a des conseils à la fin pour si vous êtes un travailleur de la santé, ou attendez, je vais juste retrouver un enseignant, oui, les travailleurs de la santé et les enseignants. Aussi pour aider à travailler avec les élèves qui sont hypersensibles. C'est vraiment super intéressant. Ça parle de guérir sa lignée aussi. Voilà. L'édition que j'ai, c'est l'édition qui a été publiée en 1976 chez Remi Ménage. Je l'ai trouvée dans une boutique de livres usagés. Il a été réédité en 2016 et la version de 2016 est disponible en librairie encore aujourd'hui. Ça fait juste 4 ans, fait que c'est quand même facile. Mais sachez qu'il y a la première, la deuxième, il y a 2 éditions. Je ne crois pas qu'il y ait de grande différence entre la première et la deuxième édition. C'est sûr que c'est l'histoire jusqu'au... en fait, l'histoire de la médecine jusqu'à aujourd'hui étant 1976, mais c'est toujours d'actualité qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ce qui est un peu décourageant. Mais super, vraiment là, je pense que tout le monde devrait lire ce livre-là. On sait l'impact que les femmes, les sages-femmes et les infirmières ont eu sur la médecine. Si ça n'avait pas été des sages-femmes, des sorcières de village là, avec des ben gros guillemets, les femmes qui soignaient par les plantes, je sais qu'il y a un terme, j'ai oublié c'était quoi. On va dire une soignante. On va dire. Ben, c'était pas de ces femmes-là qui aidaient, qui soignaient les villageois, etc. Aujourd'hui, la médecine, on serait encore au sensu, là.
Bon, je sais que c'est toujours utilisé dans certains cas, mais ce serait beaucoup plus commun. C'est ça, ça nous explique comment les femmes se sont carrément fait tasser de la médecine. Je sais pas comment je pourrais le dire. Tasser, c'est ça. Puis le combat qu'il y a eu pour que les médecins qui au final n'avaient aucune à l'origine, aucune connaissance, quand ils savaient pas, en fait, les médecins à l'époque, au début de la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'était 3 années d'études, ils voyaient pas un patient durant leurs 3 années, puis ils se faisaient garrocher à quelque part, et c'était, bon, ben, tu soignes un tel, puis si tu trouves pas, va voir le prêtre il va te dire qu'est-ce qu'il y a. Fait que c'est ça. C'est comme ça que notre médecine moderne a commencé. Et fallait surtout pas aller voir les sages-femmes, les soignantes et compagnie parce que c'était le démon, mais elle savait qu'est-ce qu'elle faisait. C'est pour ça que les gens continuaient d'aller consulter. Et là, ensuite, il y a eu tout un combat pour la reconnaissance. Des écoles, il y avait... outre les soignantes et les sages-femmes, il y avait les médecins et collège des médecins. Et il y avait aussi une troisième faction, si on peut dire, qui, eux, se retrouvaient, dans le fond, à aller en école de médecine, mais en voulant adopter, qui était le milieu, là, adopter certaines des pratiques des sages-femmes et des soignantes, en utilisant les herbes et tout. Et qui n'était pas tant d'accord que ce soit la religion qui dicte comment soigner les gens. Puis eux, en fait, au final, ils se sont fait éradiquer parce que avec la religion qui était tellement forte à cette époque-là, on est aux États-Unis, je sais pas c'est comment la région en Europe. Je sais qu'aux États-Unis, comparé à nous au Québec, c'est des Jesus freaks, puis on est comme, mon Dieu, calmez vos nerfs, là, on s'en fout de Jésus. Donc, je parle en 2020, donc en 1600, 16, 17, 1800, début 1900, ça devait pas être beau, là. Puis, c'est ça. Donc, la faction qui était comme entre les deux, ben, eux se sont fait, vu qu'il n'y avait pas la religion de leur côté, la religion était beaucoup gouvernementale aussi, donc ils ont fait fermer ces écoles-là, parce qu'ils acceptaient des femmes, et ça, c'était, oh mon Dieu, la pire affaire que tu pouvais faire au monde. Donc, c'est ça. Ils ont fermé toutes les écoles qui acceptaient des femmes. Puis les écoles qui acceptaient des femmes, c'était des écoles qui étaient plus ouvertes à pas soigner avec un prêtre. Sauf qu'aujourd'hui, bon, avec la science, heureusement, et la science est venue donner raison aux femmes. Puis aujourd'hui, les médicaments qu'on prend, c'est plus puissant que les herbes, mais c'est des molécules de synthèse qui, à l'origine, ces molécules-là, ils sont pas parus de même pouf paf dans un écouvillon, là. À l'origine, ils ont été isolés d'une plante. Ok, telle plante a fait tel bienfait, on l'a isolé, tout ça, puis là, on est capable, avec cette molécule-là, de soigner des gens. Voilà. Mais oui, c'est ça. Moi, lisez-le. En fait, peu importe l'édition que vous trouvez, elle de 1976, elle de 2016, je suis sûre que il n'y a pas grande différence. Je dirais que
ce que je pense et je n'ai jamais eu elle de 2016 entre les mains, donc qui est purement ce que ma théorie personnelle, c'est qu'à la fin ils ont peut-être fait une petite mise à jour indiquant aujourd'hui on est rendu où, mais le contenu doit être essentiellement identique. Donc voilà, c'était les 3 livres que je voulais vous présenter. J'en ai commencé quelques-uns. Je lis moins depuis qu'on est en confinement parce que je lis beaucoup dans les transports en commun quand je vais travailler, que je vais voir des amis, que je sors. Puis ben voilà, hein, on commence à se déconfiner, fait que je vais recommencer à lire plus. Je me déplaçais pas, donc je ne lisais pas beaucoup. Puis pour le mois de juin, ben j'ai déjà un livre de fini, deux même, j'en ai fini un deuxième hier, fait que je vais au moins pouvoir vous en présenter 2. Et je vais voir par la suite. Ah, et je voulais faire ça. Je reviens. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti mon petit pot, puis je suis due pour avoir une surprise de lecture. Alors, ça va probablement être plus pour les lectures du mois de juillet, étant donné qu'on est déjà quasiment à la fin juin. J'ignore on est quand. Je n'ai aucune notion du temps, désolée. Donc, je lirai le petit manuel de lithothérapie. Alors, je vais le retrouver. Je pense que je sais à peu près il est où. Puis, je vais vous en parler. Il n'est pas super épais et je le répète même. Fait que peut-être que je vais avoir le temps de le lire. Je vais vous en reparler d'ici le mois d'août, probablement. Alors, là-dessus, je vous souhaite un bon déconfinement, un bon retour à la normale et j'espère que vous allez bien, que tout votre entourage va bien et que vous prenez soin de vous. Donc, à bientôt. Bye!